Je comprends tellement les gens qui ne vont pas aller voir ce film, vu la campagne marketing complètement à côté de la plaque. The Dog Stars. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, que tranquille, après on va tout spoiler. The Dog Stars raconte l'histoire de Hig et de son chien qui vivent dans un monde post-apocalyptique. Tous les jours, ils doivent essayer de survivre quoi qu'il arrive. Et vous voyez le pitch que je viens de vous faire, même celui-ci en réalité, il n'est pas extrêmement vrai. C'est ça la difficulté de ce film, c'est qu'ils n'ont pas su comment faire le marketing, car si tu fais le marketing sur ce qu'est vraiment ce film, les gens vont pas le voir. Alors là, pour le coup, les gens vont pas le voir non plus. Ça va flopper au box-office, c'est clair. De toute façon, Ridley Scott, depuis des années, il a du mal au box-office. Mais en tout cas, oui, The Dog Stars est le nouveau film de Monsieur Scott, Sir Scott. Parce que oui, il a été adoubé, il est britannique à la base, même s'il vit depuis très longtemps aux États-Unis. Et c'est un réalisateur de renom, forcément. Moi, j'aime beaucoup Ridley Scott, même s'il y a énormément de personnes qui le détestent depuis des années et des années. Chose que je trouve un petit peu injuste, hein, pour le coup, car à titre personnel, ces films, je les trouve quand même bien. Toujours bien mis en scène. Maintenant, ça dépend du scénario qu'il a. Si lui, en tant que réalisateur, il prend des scénarios qui sont pas les plus intéressants ou les meilleurs, forcément, le film va en souffrir. Mais en termes de mise en scène, ça a toujours été un mec hyper efficace. Et forcément, bah, vu que là, il joue contre la montre, il a envie de faire le plus de films possible. Il part en tournage dans quelques mois pour faire L'île au trésor, forcément avec Hugh Jackman et tout, j'en ai parlé en vidéo actualité. Là, il sort un nouveau film, environ un par an, on va dire. Et qu'on aime ou pas, bah, c'est un mec qui a l'œil, c'est un mec qui sait faire et c'est un mec talentueux. Et bah, à chaque fois, j'ai envie de voir un film de Ridley Scott. Ça m'intéresse forcément. Celui-ci est d'une adaptation de la constellation du chien de Dog Stars en version française. Pour le coup, c'est un bouquin à la base. Et il faut savoir que c'est Paul Mescal qui devait jouer le rôle de Jacob Elordi, mais il est occupé sur le tournage des Beatles et plein d'autres projets. Et je comprends pourquoi c'était Paul Mescal à la base, car c'est un rôle d'homme torturé, homme un peu sombre, ténébreux, mais bon fondamentalement, qui est torturé par son chagrin par le passé. Et c'est donc Jacob Elordi qui prend ses responsabilités. Et c'est vrai que lui aussi commence à faire des rôles un peu de mec torturé. Mais est-ce que le film est bien? Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description le code épinglé, un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez Canada, États-Unis, au Royaume-Uni, Suisse, Belgique, Italie. Vous allez avoir la VOSTFR et même la VF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez le film Plus fort que moi, I Swear. Sur Disney+, vous allez avoir The Mandalorian et Grogu, ou encore Le Diable s'habille en Prada 2. Sur Amazon Prime Video, vous avez déjà Projet Dernière Chance. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO Max. Même si vous avez l'abonnement via Canal, connectez-vous au compte Max avec votre abonnement Canal, ça fonctionne. Vous allez avoir de drama, Mortal Kombat 2 ou Mother Mary qui est toujours pas sorti en France. Et oui, il y a des serveurs dédiés optimisés par plateforme. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous allez avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Je vous conseille un pays de l'Union Européenne parce que c'est plus simple, il y a des tutos en ligne qui vous disent comment faire. Roumanie, Bulgarie, c'est bénef. Et ça marche aussi sur des abonnements comme Letterboxd Patron qui sera plus accessible. Vous le savez, mais certains sites internet vous demandent votre carte d'identité pour y accéder. Et si vous avez envie de vous Jacob le Elordi en paix, utilisez un VPN. De même, en tant que cinéphile, vous avez tendance à regarder des films d'une manière un peu spécifique. Avec un VPN, vous serez en plus grande sécurité. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. Vraiment, quelques clics, c'est fait sans problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, le code épinglé, afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 43% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. La vérité, c'est que c'est un film qui va énormément surprendre les gens en négatif. Pour le coup, car en termes d'ambiance, c'est juste la vie des gens durant l'apocalypse. C'est juste ça. C'est hyper mélancolique, c'est posé, c'est calme, il n'y a quasiment pas de tension, peu d'action. D'ailleurs, l'action sont les passages les moins intéressants du film. Je dirais, il y a peu de personnages, il y a peu d'enjeux. En soi, c'est un film juste slice of life, comme on voit dans plein d'autres genres. Mais en général, c'est des genres qui sont plus réalistes, plus naturalistes. Là, c'est la survie de l'apocalypse, tout simplement. La santé mentale, évidemment, qui va avec, parce que ça qui va intéresser Ridley Scott, c'est comment ces gens vivent l'apocalypse mentalement surtout, et c'est pas du tout un film de stress, c'est pas du tout les codes classiques du blockbuster d'action, surtout de post-apocalyptique évidemment, c'est honnêtement reposant. C'est un film assez relaxant, j'ai envie de vous dire. Il n'y a pas d'histoire de pétrole, d'électricité en soi. C'est un peu fantastique de ce point de vue-là. La dépendance à la nourriture n'est pas le sujet. Je veux dire, la fièvre a complètement anéanti la population humaine. Il y a encore quelques gens qui subsistent, mais globalement, c'est pas le problème de ressources, le sujet du film. Ça, il s'en fout, quoi. Il y a
un peu du pétrole infini et de la bouffe infinie entre guillemets. C'est pas ça qui intéresse le réalisateur et c'est pas non plus la survie réaliste que les gens aiment voir d'habitude au cinéma. C'est pas du tout ça. C'est pour ça que c'est un film qui va diviser car le marketing déjà le faisait mal, le présenter, ce film, avec ses différents aspects qui auraient vraisemblablement ennuyé beaucoup de personnes, parce que c'est typiquement un film qui aurait dû coûter 20 millions, mais vu que c'est Ridley Scott qui a l'argent, bah il coûte 100 millions et se permet de faire des trucs de fou. Donc c'est plus un film d'auteur qu'un blockbuster en soi, c'est la réalité. En tout cas, c'est ça comme ça que beaucoup de gens vont le voir. Mais bon, c'est juste que Ridley Scott, il a fait des choix qui sont pas forcément en lien avec le budget du film en général ou les attentes des spectateurs en général. Ça va diviser parce que voir ces grandes montagnes américaines, mais filmées en Italie pour le coup, cet avion volé, montré de loin, l'immersion et la sécurité de ce vol en soi qui est presque libérateur, ce côté vraiment posé et magnifique de l'image, bah ça montre un monde sans humains qui donne envie d'y être, quoi. Franchement, c'est l'un des seuls films apocalyptiques où je me dis, ouais, je pourrais peut-être vivre là. Il n'y a plus trop d'humains, alors oui, il y a des problèmes et tout, mais c'est un monde assez calme et beau parce qu'il n'y a pas de vrais problèmes, mis à part d'autres humains de temps en temps. Le problème ici, il est plutôt interne, je dirais, qu'autre chose. Il y a un contraste assez fort à voir justement enfin un monde, dans un monde post-apocalyptique, qui donne vraiment envie, où tu dis au fait, bah déjà c'est que la nature humaine qu'on a déjà, qui est disponible aujourd'hui, et ça fait vraiment vibe Airbnb en montagne plus qu'autre chose, et c'est assez particulier, les gens vont pas aimer quoi, je sais que les gens vont pas aimer cette ambiance, sauf qu'évidemment bah, ça cache justement ces problèmes de personnages, hein. C'est pour ça qu'ils contrastent la beauté extérieure et les dangers extérieurs avec le danger intérieur, leurs soucis, leurs chagrins, comment ils s'adaptent mentalement à ce nouveau monde, et Scott il met ça en avant, c'est ça qui l'intéresse, c'est voir comment psychologiquement toi tu peux encaisser la fin du monde de manière générale, c'est plutôt ça l'histoire qu'autre chose. Il y a un sujet existentiel dans l'œuvre par rapport à la dépression et la place de la dépression dans un monde comme ça, parce qu'en fait nous on s'est jamais senti déprimé à cause de la fin du monde, quoi, je veux dire, parce qu'on l'a pas encore vécu, mais il y a des gens qui vont peut-être le vivre un jour et qui vont être un peu en dépression, il y a de fortes chances, donc à voir ce que ça va donner. Moi en tout cas c'est ça qui intéresse Scott. Il y a quelques surprises dans les personnages mais c'est assez classique, globalement rien de marquant ou forcément mémorable, c'est surtout le traitement du sujet qui est un peu nouveau pour ce genre de film, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça au cinéma. Ce qui intéresse Ridley Scott m'intéresse moi aussi, je trouve dans ce film ça me plaît, premièrement car on suit un personnage qui est clairement suicidaire avec Jacob Elordi. C'est le beau gosse torturé, prêt à tout, en quête d'une nouvelle vie, quoi, mais en même temps qui est prêt aussi à se foutre en l'air. Mais c'est aussi le début d'une nouvelle vie amoureuse. Il y a une vraie romance qui est mise ici en avant. Il y a un vrai cœur par rapport à ça, mais c'est contrasté avec les chagrins du passé, comment on vit avec le fait d'avoir eu une vie avant, et une vie amoureuse avant tout ça. Donc c'est un peu le film. Et c'est un souci parce que je trouve qu'il s'éparpille un peu beaucoup. Je trouve qu'il va un peu dans tous les sens plutôt que focus sur un seul sujet ou 2-3 sujets, mais vraiment majeurs. Et encore une fois, je pense que c'est le problème des scènes d'action, c'est que bah, c'est pas du tout le sujet du film. Les scènes d'action, elles sont là. Ok, c'est pour te montrer qu'en fait, oui, regardez le système post-apo, il fait que les humains sont devenus méchants. On connaît, c'est classique. Il y a une vibe un peu réactionnaire aussi dans les scènes d'action, je vais en parler en spoiler, mais en tout cas voilà, ce qui intéresse Scott, c'est ces deux personnages, Jacob Elordi forcément, et Josh Brolin. Encore une fois, j'en parlerai plus tard, pour pas vous spoiler, mais j'aime bien leur relation à tous, leur dialogue, je trouve que c'est naturel, et ça fait très mélodrame, tu vois, ils en font vraiment des caisses tout le temps, c'est pas subtil, tout est un peu expliqué à haute voix, c'est vraiment que des gens tristes qui essaient de trouver du bonheur, et il y a un truc un peu attachant à ça que j'aime bien dans le film, mais oui, c'est cliché, oui, c'est du déjà vu, oui, c'est pas forcément très original, et ça va forcément déplaire. Et c'est dur d'en parler, surtout dans un monde comme ça qui a, en termes de cinéma, il a pas vécu grand chose de post-apocalyptique dans cette vibe-là. C'est-à-dire que ce film-là, c'est pas quelque chose qu'on a vu en salle depuis longtemps. Cependant, en série télé, bah, on l'a vu depuis des années, hein, des décennies. Hein. C'est vraiment un mélange entre The Last of Us, The Walking Dead, La Route, allez au cinéma si vous voulez un petit peu, mais même si La Route c'est beaucoup mieux. Je trouve Fallout aussi, ça prend beaucoup d'inspiration de ça. Et forcément, bah ouais, vous avez déjà vu ce film, quoi. Ça qui est un peu dommage, c'est qu'en termes de ciné, c'est un peu original, c'est un peu nouveau. En termes de contexte, de post-apo dans la société d'aujourd'hui, bah c'est du réchauffé quoi. C'est vraiment du réchauffé à droite à gauche, mais avec de la mise en scène, chose que bah, des séries peuvent pas forcément se permettre toujours, avec du budget, 100 millions, c'est pas rien, et c'est juste qu'on se concentre sur la santé mentale. Chose que les séries font, parce que les séries elles ont du temps, et elles ont que des dialogues, et du coup elles font ça, et quand vous avez maté The Last of Us, quand vous avez maté The Walking Dead ou Fallout, bah vous regardez ce film et vous dites oui, bah oui, je connais, j'ai déjà vu, c'est sympa, c'est dommage parce que ça adapté d'un livre qui est sorti avant tout ça, si je dis pas de bêtises, mais globalement du coup ça crée un truc où tu tombes dans des travers et des clichés que toi en tant que personne qui vit dans ce monde où il y a une pop culture forte par rapport au post-apocalyptique, aux zombies et tout,
bah oui, ça ne fait pas grand-chose, quoi. C'est un peu dommage de ce point de vue-là, parce que oui, il y a quelques surprises, mais c'est assez basique. Ce qui sauve un peu le film, bah, c'est le choix cinématographique, de la mise en scène, de ce qui intéresse le réalisateur, de ce qui intéresse le scénariste. Il est dans un délire de cinéma, il s'en fout un peu des règles, il s'en fout du réalisme. Ridley Scott, il veut juste accrocher avec son histoire et ses moments d'émotion entre les personnages, et ses plans incroyables de montagne, surtout. En termes d'action, bah, le mec est toujours très fort. Hein. Ridley Scott, il sait filmer l'action, c'est effréné, c'est stylisé, surtout 2 séquences que j'ai beaucoup aimées. Une séquence de nuit et une séquence avec des cow-boys, on va dire. Et il y en a une troisième que j'ai trouvé assez ratée pour le coup. Il y a toujours une sorte d'incompréhension par rapport à ce que les gens n'aiment pas chez Ridley Scott, parce que les gens, ils aiment pas son scénario en général. Ridley Scott, il est rarement critiqué pour sa mise en scène. Ça arrive, mais le grand public, c'est surtout le scénario qu'ils aiment pas chez Ridley Scott. Et là, honnêtement, en termes de mise en scène, bah, il est toujours très efficace. Avec le cadre, tu comprends ce qui se passe, les dynamiques de pouvoir, avec un plan. Il est hyper habile avec les acteurs, il les laisse jouer, s'amuser. Ils ont un petit truc à chaque fois, tu comprends pourquoi les relations amoureuses se passent, ou les relations un peu de figure paternelle et tout. Il y a un truc, personne va gagner un Oscar. Il aura sûrement aucune nomination aux Oscars d'ailleurs, ce film. Mais il est efficace dans ce qu'il propose, quoi. Le rythme est nickel, c'est 1h50, ça passe vite, tu t'ennuies pas. Ça te surprend, ça avance vite, c'est posé, c'est beau, c'est rempli de symboles. Franchement, Scott, il sait mettre en scène. Il tacle un sujet qu'il connaît, hein, l'humanité, son côté misanthrope. Il aime pas l'humanité, Ridley Scott. Ça fait longtemps qu'il aime pas les humains. Depuis sûrement la mort de son frère, il a du mal avec l'humanité. Et là, c'est ça, hein, c'est vraiment juste ce qu'il fait de bien, d'habitude. Bah, sauf que c'est un film qui est sorti trop tard, quoi. C'est un film qui aurait dû sortir il y a 20 ans. Ça aurait été pertinent, ça aurait été marquant. Si ça, c'était le film qui remettait à la mode le post-apocalyptique, genre pré-Walking Dead, avec près cette vague de cinéma et de séries télé, surtout avec les séries pour ados, dystopiques, tout ça. Ok, mais là, en 2026, bon, bah, il y a des liens qui sont faits avec la politique d'aujourd'hui, mais bon, même si politiquement, je trouve que ce film, il est un peu bizarre aussi, pour pas dire complètement réac, mais il y a un truc par rapport à ça où tu dis, ok, bah oui, ce film va plaire aux gens qui aiment Into the Wild, et qui vont se taper peut-être quelques faux zombies dedans, et puis basta. C'est genre, ça va plaire aux darons qui va voir ce film en streaming dans 3 semaines. Je vois pas les jeunes aller voir ce film. C'est tellement basique, c'est tellement du déjà réchauffé, et c'est malheureusement là que bah, il va perdre beaucoup de personnes. Mais moi qui ai de l'affect pour ce projet, parce que moi j'ai vraiment kiffé le film, on ne dirait pas comme ça parce que je vous dis que c'est hyper basique, mais j'essaie de vous indiquer que vous, en tant que spectateur, il y a de fortes chances que vous n'aimez pas du tout ce truc. Moi, j'aime bien le côté mélancolique. J'aime bien le côté où il se pose, il parle de ses personnages. C'est un peu de la thérapie. Je voulais limite être dans ce monde-là. Et ça, c'est quelque chose d'assez rare, mine de rien, dans ce genre d'univers. Mais je sais qu'en vrai, il n'y a rien de vraiment fondamentalement bien par rapport au projet, ou d'unique, ou de rare. C'est juste hyper basique. Mais c'est pas mauvais, quoi. C'est juste que voilà, bah, il arrive trop tard, ce film. J'ai passé un super moment. Hein. Moi, j'étais hyper relax. Franchement, je voulais m'endormir devant. Je sais pas si c'est une bonne chose à dire dans une critique, mais moi, c'est assez positif quand j'ai envie de m'endormir devant un film. Pas parce qu'il m'ennuie, mais parce que je le trouve reposant, quoi. Je me dis, putain, ça, c'est un film que je vais mettre à 23 h un mardi. Je vais me coucher, je vais bien m'endormir parce qu'il va me reposer, quoi. Et c'est ça que, pour le coup, j'ai trouvé plutôt cool. C'est justement ce retour à des valeurs plus simples et tout à cause d'un système qui nous a complètement broyés. J'en parle en spoiler dans 2 secondes, mais en gros, musicalement aussi, il faut en parler. C'est assez oubliable dans la composition, mais c'est très bien en termes de needle drop. Il y a une chanson d'Hozier qui revient 2 fois, et c'est la vibe du film. Vous voyez la discographie d'Hozier, je sais pas comment on dit, c'est très bien. Moi, j'adore Hozier, mais c'est ce genre de film-là. C'est si vous aimez la musique d'Hozier, vous allez trouver vraiment du réconfort et de la beauté dans ce film. C'est ça la vibe. Mais je sais qu'il y a plein de gens, du coup, qui vont pas du tout adhérer. Vous allez sûrement détester. Moi, j'ai pris un peu mon pied. Voilà, je vais pas m'en rappeler, d'accord, mais c'était beau, c'était mignon, c'était touchant, c'était imparfait. J'ai trouvé ça tragique, ce mélodrame exagéré, qui en fait des caisses, mais en même temps qui est relaxant, quoi. Je sais pas comment le décrire différemment que relaxant. C'est un film qui m'a vraiment réconforté, qui m'a mis dans une situation où je voulais me poser et faire la sieste, quoi. Voilà, c'est pas un film excitant, c'est pas un film qui est fun à regarder non plus, c'est juste un bon petit moment. J'étais investi dans les personnages, leurs intrigues. Est-ce que je peux le conseiller? Est-ce que ça vaut 15 balles au cinéma? Bah oui, parce que ça reste un beau film en soi. Si vous voulez juste aller voir l'esthétique du film, l'ambiance qu'il a créée, comment il a reconstruit ce monde post-apo, là ok. Mais vas-y, si vous attendez quelques semaines, parce que là il va flopper au box-office, dans 1 mois il est disponible en 4K sur internet ou avec un VPN si vous voulez. Vous pouvez attendre, c'est pas la priorité en salle. Moi j'ai bien aimé, hein, mais je vais être honnête avec vous, hein. Vous allez pas aimer, quoi. Je sais que vous allez pas aimer, je sais que c'est pas le genre de film que les gens aiment de manière générale. Je capte des gens qui vont pas aimer et je les comprends à 100%. Moi, franchement, si un jour, dans quelques mois, je vais m'acheter le Blu-ray, je vais me le mettre et je vais m'endormir devant. Et c'est le meilleur compliment que je peux donner au film. Donc voilà, je sais pas si je le recommande. Si ce que j'ai dit sur le film vous intéresse, allez-y. Sinon, attendez quelques semaines et regardez-le à la maison. Mais voilà, maintenant on va passer en spoiler.
c'est dur parce que c'est un film où il y a pas beaucoup de choses à dire en soi, parce que c'est hyper explicite, il te raconte tout à haute voix et tout. Mais le personnage de Higgs, c'est un personnage que j'aime bien parce qu'il veut vraiment se foutre en l'air sur sa montagne préférée. Genre c'est la montagne préférée de son ex-femme décédée qu'il a tuée. Scène un peu ratée, la scène où il dit qu'il a tué. Genre, tu t'attends à un truc un peu dramatique. Genre, il a tué avec un flingue, il a fait un truc un peu vraiment sale et tout. Non, il a appuyé sur un bouton. Je comprends que c'était une époque où bah, faire ça, c'était chaud et tout. Mais c'était déjà le déclin de la civilisation. Et c'est ça qui intéresse Ridley Scott, c'est qu'est-ce qu'on est capable de faire pour survivre mentalement et pour aider les autres dans justement ce déclin civilisationnel que Ridley Scott pense est en train d'arriver. Hein. Je veux dire, The Dog Star, c'est Ridley Scott qui te dit au fait, regardez, le monde, il est en train de s'effondrer et qu'est-ce qu'on va faire quoi? Et est-ce qu'on va tuer ses proches qui sont malades d'une fièvre incurable et tout? On verra bien, mais en tout cas, c'est une scène que je crois un peu ratée dans le côté mélodrame, ça fait genre très série de télé à l'ancienne, la petite maison dans la prairie, il y a un truc un peu comme ça que je trouve un peu maladroit, mais globalement, j'aime bien ce côté suicidaire du mec. Il regarde cette montagne, à chaque fois il passe devant, il a envie de se cracher dedans quoi, mais il va pas le faire la première fois parce qu'il est avec son chien, ensuite il va pas le faire parce qu'il a un peu d'espoir et tout. J'aime bien cette idée là d'avoir un personnage principal complètement dépressif, c'est pour ça que bah, un Paul Mescal aurait complètement fonctionné aussi. C'est une super idée d'avoir vraiment insisté sur ça et ça crée aussi la culpabilité par rapport à Beng Lee, qui a fait que son chien est décédé, le perso de Josh Brolin. Et encore une fois, son chien qui meurt, c'est une bonne idée pour le motiver à faire autre chose, pour aller au-delà. Ça fait penser au film que j'ai vu cette semaine, Oklahoma Oni, j'en parlerai bientôt. Mais en tout cas, ça c'était hyper intéressant et je trouve que ça crée un personnage assez attachant. Et le mec qui part en quête d'un Eldorado imaginaire, une fausse promesse, un faux espoir, c'est celui de Ridley Scott. Ridley Scott, il a toujours été anti-populiste. Il a toujours été contre ces gens qui promettent un refuge, qui promettent l'utopie, qui promettent un nouveau monde. Il s'est toujours méfié de ça. C'est pour ça qu'il a fait Napoléon. Napoléon, pour lui, c'est ça. Napoléon, il aime pas les dictateurs, quoi. Et bah lui, il voit cet Eldorado, ce Grand Junction comme justement une fausse promesse de politique, de gens qui voilà, sont détestables parce que Ridley Scott il a vraiment du mal avec les humains depuis très très longtemps et la société d'aujourd'hui le déprime et c'est pour ça qu'en fait il prend des images, une imagerie en tout cas des années 50 parce que c'est sa décennie qu'il a connue, années 50, 60 on va dire, surtout pour Ridley Scott, il a sûrement connu ça avec ses parents, tout ça, donc pour lui la cause du problème d'aujourd'hui c'est les vieux quoi, c'est les boomers dont il fait partie ou presque. C'est vraiment ces gens-là qui ont vraiment détruit le monde, il en fait partie, il est vraiment cynique par rapport à ça, il voit le monde qui s'effondre au fur et à mesure, il aime pas du tout ça, et justement pour moi c'est la pire scène du film parce qu'en fait, il y a un changement de ton, genre t'es dans Fallout d'un coup, et ça marche pas du tout, je trouve, avec le ton plus sérieux et tout de l'œuvre, même quand t'avais la secte des Mormons, entre guillemets, je sais que c'est pas Mormon, hein, mais c'est la blague du film, là il y a un décalage complet en termes de tonalité, le côté sectaire il va super vite, ça enchaîne, c'est des cannibales ou je sais pas quoi, c'est pas du tout intéressant, c'est du déjà vu 1000 fois, surtout à cause de Fallout, je pense récemment. Pareil, ce film qui serait sorti avant Fallout... alors, allez, encore une fois, hein, il serait sorti avant The Road en 2005 ou 2004, ça aurait été plus intéressant. Là, franchement, c'est tellement cliché. Et l'actrice, elle est super, hein, encore une fois, mais c'est juste que voilà, c'est encore une fois des phrases balancées à droite à gauche de cette femme qui est traumatisée par les figures paternelles, comme Hig. Il a deux figures paternelles dans ce film. Il a son nouveau beau-père, il a Josh Brolin qui est un peu son frère, grand frère, pardon, son père, quoi. C'est tellement, ça va trop vite, quoi. C'est des phrases comme ça balancées à droite à gauche. Là, c'est la scène que je trouve un petit peu ratée. Le suspense, tu vois déjà la gueule du mec qui arrive en bas, le militaire, tu vois que c'est un psychopathe. Bon, il y a un moment, désolé pour l'acteur, hein, mais il y a un moment, c'est trop dommage, quoi. Et en plus, tu vois que c'est une scène où t'aurais pu avoir un film entier dessus, quoi. Mais bon, voilà, Ridley Scott, ça l'intéressait pas, il voulait juste passer à autre chose. Même quand la meuf, elle meurt et elle dit, ouais, voilà, papa, j'espère que t'es fier de moi. C'est le bordel. Cette scène-là, c'est vraiment le bordel. Et je comprends pourquoi les gens ils ont lâché à ce moment-là. Où ils disent c'est vraiment la merde parce que ça casse un peu l'ambiance du film. En fait, c'est logique dans ce que Ridley Scott il raconte et comment il voit le monde. Et voilà, quand tu connais sa filmographie, cette scène-là, elle est tout à fait banale et normale quoi pour Ridley Scott. Mais c'est juste que l'exécution, bah ouais, malheureusement, il aurait peut-être dû regarder Fallout parce qu'il aurait peut-être compris qu'on a déjà vu ça tellement de fois avant et c'est tellement genre basique et juste pas original du tout quoi. Et c'est dommage. Pour le coup, parce qu'il y a des idées originales, tu vois. Ridley Scott, il voit l'être humain comme littéralement destructeur de l'humanité, de la planète, de la nature. Il a l'opinion que la vie serait meilleure en communauté, rurale ou pas d'ailleurs, mais juste en communauté, quoi. Avoir des proches autour de soi, tous ensemble, avec la technologie d'aujourd'hui, surtout la technologie médicale d'aujourd'hui, les valeurs humaines, les communes d'hier, un petit peu. L'humain, c'est un peu le compromis, quoi. Il est en train de se dire, ok, il y a des humains de merde, mais si on est tous ensemble, même si on n'est pas d'accord sur la secte, la religion, ce genre de trucs, on n'est pas d'accord sur des idéologies, faut qu'on vive ensemble, qu'on soit heureux, qu'on fasse de la musique ensemble et qu'on vive ça bien. Bon, d'accord, voilà, il y a un truc un peu naïf dans ça, mais c'est bien parce que c'est contrasté à sa vision misanthrope de l'humanité où les humains sont toujours un peu des méchants. Maintenant,
faut dire les choses, c'est peut-être un peu conservateur comme film, honnêtement. Les méchants mexicains qui se comportent comme des zombies, comme des animaux, ils font des bruits d'animaux, du coup tu dis ils sont un peu organisés, mais après c'est des énormes sauvages qui s'entretuent aussi à un moment. Visuellement c'est plutôt cool avec les ombres, cette scène de nuit et tout ça j'aime bien, il y a une idée avec le camouflage du gars, le côté un peu blackface, mais du coup c'est du camouflage, je dis ça en rigolant évidemment. Il y a un truc où il est dans l'ombre, il y a un travail sur l'infrarouge et tout, il y a des choses qui sont plutôt cool. La vision nocturne, tout ça, je trouve que ça marche bien dans l'œuvre de base, mais c'est globalement, politiquement, c'est bizarre quoi. Et pareil pour les natifs américains, c'est vraiment un truc où tu vois clairement que c'est des natifs américains des Premières Nations. C'est un peu bizarre quoi, ils sont en mode pareil un peu nature, donc en fait il fait toujours ce truc où il y a la nature et les humains, et l'opposé avec Jacob Elordi, Josh Brolin et tout, qui prennent toujours l'avion. Ils sont jamais à cheval, tu vois, ils sont jamais dans la nature de manière générale, ils font jamais des bruits d'animaux, ils ont la technologie, ils ont le côté nouveau et tout, et ils sont face à des humains qui sont plus proches de la nature, qui sont ou des Mexicains un peu étrangers, du coup, pour des Américains, ou les Premières Nations qui ont été toujours stigmatisées, comme dirait Eric Cantona dans les films de western, et là c'est le cliché quoi. C'est le cliché du western où t'as les cowboys avec des armes et tout, et t'as les natifs avec des arcs, ils ont aussi des guns, hein, des haches et tout, ils rentrent sur l'avion, c'est le symbole du truc, et t'es en mode... Il est de quel côté Ridley Scott ici en fait? C'est très très bizarre de les montrer comme des sauvages comme ça. On dirait vraiment un film à l'ancienne, avec les codes d'avant, mais politiquement dans le monde de Trump. Moi je trouve que c'est bizarre. Pourtant, Ridley Scott, c'est pas un raciste, il est assez ouvert d'esprit. C'est un mec qui, même politiquement, il a toujours été, c'est pas un anticapitaliste non plus, mais il a toujours été un mec qui pensait à la pauvreté. Alien, c'est ça, hein, c'est des gens qui se font baiser par le capitalisme et tout. Donc c'est un mec, peut-être ils sont bourgeoisés, tout ça, normal. Mais là je trouve que c'est bizarre comme film. Pour le coup, il y a des trucs qui me dérange un petit peu, je sais pas trop quoi en penser. Après, c'est aussi le système qui les a rendus comme ça, qui les a rendus sauvages, non pas à cause de la maladie, mais à cause du fait qu'ils doivent survivre et tout. Mais au fait, il y a pas de... C'est juste des méchants. Il y a pas une scène où tu vois qu'en fait, ils essaient de contacter le personnage de Jacob Elordi, ils essaient de lui parler et tout. Non, ils courent dessus, ils veulent lui arracher la gueule, le buter, ils lui tirent dessus et tout. C'est particulier, il y a que les blancs qui sont sympas, quoi. C'est trop bizarre. Ça politiquement, Ridley Scott... Je le vois un peu en bizarre. Après, encore une fois, moi je vous l'ai dit, hein, la politique dans les films, ça gâche pas mon film. Voilà, c'est mon travail d'en parler et tout, mais je trouve que ça gâche pas du tout l'œuvre en soi et la séquence en soi d'action. Elle est assez impressionnante avec l'avion, la vitesse, les cascadeurs et tout. Franchement, elle est bien faite. Rien à dire sur ça. Il y a un stress, il y a un suspense. Quand le mec il se fait décapiter et tout, il y a un truc un peu satisfaisant. C'est cool. Mais bon, quand tu finis ton film avec des Mormons, des Mennonites, pas des Mormons comme ils disent, je trouve ça un peu bizarre quoi. Tonton Ridley, qu'est-ce qui se passe? Tu nous as fait un film un peu bizarre là pour le coup. Magnifique hein. Là pareil, tu reconnais bien l'Italie pour le coup là, j'ai l'impression. Pour avoir souvent fait de la rando dans les Dolomites et tout. J'ai le nord de l'Italie de manière générale. C'est que il y a un truc un peu paisible d'être dans le nord de l'Italie, même si là c'est les États-Unis où t'es en communauté, ça se passe bien. Mais là c'est quand même une secte, hein. C'est quand même des gens extrêmement religieux. C'est quand même des gens, c'est particulier quoi. C'est vraiment bizarre. Il y a pas un Renoir, il y a un Asiatique pour le coup, on va pas se mentir. Mais c'est très très bizarre de mettre ça comme ça. Il rend sauvage quasiment toutes les minorités. Je capte l'idée hein, de ce qu'il va raconter et tout, mais c'est chelou. Encore une fois, politiquement, il m'a fait un peu vriller. Mais en tout cas, ce qui l'intéresse lui, c'est que il a certes des films généralement engagés, ok, mais là, ce qui l'intéresse, c'est les personnages, quoi. Ça se voit que c'est pas le côté politique qui l'intéresse. C'est le chagrin de la mort, quand tu sais qu'il a perdu forcément son frère il y a un moment déjà, le chagrin des personnages, comment est-ce qu'on passe à autre chose, comment est-ce qu'on avance dans la vie, comment est-ce qu'on accepte, on fait confiance aux gens avec évidemment Guy Pearce, le père, qui doit accepter que Margaret Qualley, Sima, bah, elle trouve l'amour, et qui doit passer à autre chose parce que lui aussi il est encore en deuil dans son chien, qui représente sa femme, en réalité son chien. C'est romantique en vrai, je trouve que la scène de fin elle est belle quand ils regardent les étoiles, ils ont cette blague justement sur la constellation de Jasper, tout ça. Il y a quelque chose qui marche bien par rapport à ça, la possibilité d'avancer en tant qu'humain même dans les pires moments, ça j'aime bien. Et tu vois que le côté politique l'intéresse pas dans ce film là, même s'il est bizarre, hein. C'est plutôt l'émotion des personnages, comment passer à autre chose, comment analyser les problèmes du passé. Je pense que Ridley Scott, il est en fin de vie, hein, il va avoir 90 ans bientôt, c'est un mec qui va bosser toute sa vie, hein, mais c'est un mec qui pense peut-être au passé, tu vois, au regret, qui réfléchit à comment avancer avec la jeunesse. C'est pour ça qu'il a un casting très jeune, hein, Margaret Qualley, Jacob Elordi, ils ont moins de 30 ans ou peut-être 30 ans là. Il y a un truc vraiment par rapport à ça où il a l'espoir de la nouvelle génération et même dans les pires moments, il faut avancer. C'est pour ça qu'il y a tout un truc avec les enfants, tu vois. Et regardez, il y a un gamin, un Renoir dans le truc et tout, c'est particulier. Mais bref, il y a un truc sur la future génération, sur comment on accueille les gens. Mais encore une fois, c'est bizarre qu'il y ait que des minorités chez la secte. Peu importe. Encore une fois. Mais en tout cas, il y a un truc par rapport à ça qui est quand même voilà, dans l'acceptation des autres, dans l'ouverture d'esprit. L'intention est bonne. En tout cas, tu vois, l'intention du truc est bonne. Je suis pas en train de dire que c'est un raciste, Ridley Scott ou quoi, mais l'intention est bonne. Après, peut-être la manière dont il a appliqué ça aux antagonistes du film, c'est un peu particulier. Mais voilà, il veut sauver la future génération, les enfants, il a un peu d'espoir. Dans beaucoup de films, il a été un peu cynique même dans sa fin. Là, je trouve que pour le coup,
c'est un mec, il a une volonté de montrer un peu l'espoir. Encore une fois, c'est bizarre parce qu'ils se sont vraiment isolés du monde, là, parce qu'ils expliquent qu'il n'y a qu'un moyen d'y accéder, c'est par l'avion, ils sont coupés du monde et tout. Est-ce que du coup, il veut que tout le monde vive coupé du monde? Et c'est bizarre. Ouais, politiquement, c'est bizarre, mais en tout cas, c'est mignon. Voilà, on peut dire ce qu'on veut, c'est un peu mignon. Il y a un truc sur la future génération qui veut sauver. Et sur Bang Lee, Josh Brolin, qui lui, en fait, il veut pas du tout vivre dans ce monde de brut. Alors là, il le fait parce qu'il a pas le choix, mais à la fin, il s'ouvre aussi à ça, tu vois, il veut changer, il veut évoluer. Voilà, lui, il veut pas le calme de s'attaquer à des envahisseurs. Hein. Encore une fois, c'est bizarre, tu vois. C'est les envahisseurs qui arrivent chez toi et tout. Ridley, qu'est-ce qui se passe? C'est les Mexicains qui arrivent chez toi, Ridley Scott. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce film? Bon, en tout cas, voilà. Il y a un truc où il évolue, tu vois qu'il essaie de s'ouvrir aux autres. Et c'est ça le message aussi, quoi. C'est ces gros conservateurs qui veulent buter tous les gens qui viennent et à la fin, ils vivent en communauté et tout. Donc je pense que politiquement, c'est ça le message après Ridley Scott. Bizarre qu'il ait choisi des Mexicains, mais ok. Il veut juste jouer de la musique et vivre paisiblement, isolé en communauté, encore une fois. Bon, j'ai pas grand chose à dire sur le film, je trouve qu'il est un peu bizarre, mais globalement, ça va. C'est divertissant, c'est sympathique, ça se regarde bien, mais c'est dur à conseiller aussi, quoi. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si vous l'avez vu, j'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le code épinglé, afin de débloquer toutes les formes de streaming en toute accessibilité, sécurité, avec beaucoup plus d'œuvres. Avec CyberGhost VPN, vous allez avoir 83% de réduction, et tout ça pour 2,03€ par mois. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Maintenant, les vidéos sont disponibles en mode podcast aussi. Et j'ai aussi un compte Instagram, TikTok et Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.